Votre émission Le Glover est ici au cœur de Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, où se tient la 29e conférence des partis sur le changement climatique. Tout de suite, nous vous présentons le grand site de la conférence. Sur cette route, destination Stade olympique de Bakou. De loin, il force déjà l'admiration. L'infrastructure a été construite pour abriter les Jeux européens de 2015. Depuis, elle est devenue le plus grand stade de football d'Azerbaïdjan. C'est dans sa vaste enceinte qu'est implanté le site de la grande conférence sur le changement climatique. Pour les besoins de ce rendez-vous mondial sur l'environnement, le pays organisateur n'a pas lésiné sur les moyens. Les bus de transport sont mis gratuitement à la disposition des participants venus de tous les continents. Des supports de communication à la sécurité, en passant par l'équipement du site, bref, aucun aspect n'est négligé. Ici, les participants trouvent le nécessaire. C'est la première fois que j'assiste, mais l'organisation, en tout cas, c'est très bien organisé. Donc ça, je peux dire, c'est une première. Et j'espère que ce n'est pas une dernière. Le site est bien habité, bien aménagé, il y a beaucoup de monde et on a également constaté qu'il y a beaucoup de présence africaine et donc ça donne déjà un espoir pour le changement climatique en Afrique. Bien, ce n'est pas tellement comme la COP28, mais c'est bon, dans l'ensemble c'est bon, la logistique est bonne, les installations elles sont également bonnes, il y a la sécurité, il y a aussi la fraîcheur, donc dans l'ensemble on peut dire que c'est bon, on peut apprécier à 8 sur 10. Il fait extrêmement froid, surtout en journée c'est bon, c'est mieux, mais quand on va arriver à 17h dans la nuit, c'est vraiment une fraîcheur qui n'est pas à notre échelle africaine. On s'est déjà adapté et espérons que ça ne va pas beaucoup nous rattraper. Chaque pays rayonne à travers ses diverses couleurs. Le maximum des pays sont là, chacun avec sa spécificité, mais pour la même cause qui est l'environnement. On a les offres et les demandes. Nous, on fait partie des pays qui peuvent offrir, si on peut dire entre guillemets, cet espace vert. La plupart des pays africains, on est dans ce cas-là, on n'est pas dans des pays pollueurs. La grande salle de conférence est aux normes standards. C'est ici que se tient la grande rencontre des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a quelques jours, les grands leaders du monde y ont tenu leur rencontre. Le fonds pertes et dommages est l'acte 1 de cette COP29 de Bakou. Après son adoption à Dubaï, il a été entériné dès le premier jour ici à la COP29. Son adoption a été fortement demandée par l'Afrique et les pays pauvres les moins avancés, touchés par les effets du dérèglement climatique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il a été entériné dès le premier jour de cette COP29. Mais d'ailleurs, c'est quoi un fonds pertes et dommages et qui sont les potentiels bénéficiaires? On appelle en général les événements extrêmes d'abord. Au Sénégal, les événements extrêmes, c'est plus au niveau de la sécheresse, au niveau de la désertification, au niveau des pluies diluviennes. Vous savez, par exemple, à Touba, on a reçu des quantités de pluie énormes. S'il arrive qu'on reçoive des quantités de pluie, la moitié de, par exemple, ce qui tombe en quantité de pluie dans une année, ça tombe en une journée ou 2-3 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle des événements extrêmes. Les crues aussi? Les crues, c'est des événements extrêmes parce que les crues sont provoquées par des pluies diluviennes qui sont soit dans une localité ou bien en amont du fleuve. Quand on parle d'érosion côtière, à un moment, nous avons ce qu'on appelle dans les pertes et préjudices les événements à évolution lente. Les pertes agricoles, il peut arriver pendant une saison de pluie qu'il y ait beaucoup de pertes en termes de
de pause pluviométrique par exemple. En Afrique, de nombreux pays sont affectés par les effets du changement climatique. Des phénomènes extrêmes ont durement frappé le continent. Le Sénégal et la Mauritanie, cette année, on a un peu connu quelques débordements de fleuves. Les dégâts sont des dégâts matériels, ça a touché aussi beaucoup de choses. Au niveau du Tchad, on a connu récemment une très forte inondation qui continue jusqu'à maintenant. Nous souhaitons vraiment faire comprendre au monde que voilà, le changement climatique nous affecte à grande échelle. Il y a aussi les vents violents qui nous frappent chaque année. Il y a aussi l'érosion des sols. Il y a un très mauvais rendement agricole qui nous frappe au Tchad. Ce pas est certes franchi, mais son efficacité reste l'autre combat à mener. Aujourd'hui, il y a besoin d'action. Quand on regarde les événements qui sont passés récemment au niveau du Sénégal, avec les chocs que nous avons vécus, avec les montées des eaux, aujourd'hui, ce sont nos communautés, ce sont nos familles, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants qui sont en première ligne et qui sont victimes. Aujourd'hui, ce financement doit être un financement équitable, un financement qui puisse aller à ces victimes-là. C'est-à-dire qu'ils doivent tirer profit de ces financements-là et que ce soit aussi des financements qui sont en adéquation avec les besoins. Aujourd'hui, les pays pollueurs doivent pouvoir nous permettre aujourd'hui, grâce à ces mécanismes, à répondre à ces conséquences-là. Considérée comme un continent vulnérable aux effets du dérèglement climatique, l'Afrique subit chaque année de nombreuses conséquences. Elle plaide toujours pour des dédommagements à la hauteur du préjudice. Les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sont aussi préoccupés par les dégâts du changement climatique. Tout le long du fleuve Sénégal, les conséquences sont notées. Les ministres de l'environnement des pays bornés par le fleuve Sénégal ont presque tous pris part à la rencontre. Dans son intervention, la ministre guinéenne a d'abord présenté la situation alarmante notée au niveau du bassin du Fouta Djallon, aussi appelé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. À ce jour, ce massif est menacé par les effets du changement climatique. L'ensablement est un des problèmes identifiés. Entre autres solutions préconisées par son pays, c'est le dragage du fleuve Sénégal. Le ministre malien de l'Environnement, quant à lui, a exprimé la préoccupation de son pays sur la pollution de la Falémé. Côté Sénégal, une mesure allant dans ce sens a été déjà prise. L'OMVS doit prendre en charge cette question, par exemple, de la Falémé. Parce que l'État du Sénégal a pris les devants en prenant un décret interdisant les activités minières à 500 mètres des berges du fleuve. Mais il appartient à l'OMVS de prendre la balle au rebond, de regrouper les différents États pour une meilleure prise en charge de cette question. Et nous proposons à l'OMVS de mettre en place un observatoire de suivi en fait, du fleuve Sénégal. La Falémé est dans un état de dégradation très avancé, comme je l'ai dit tantôt. Autre proposition que nous avions eu à faire à l'OMVS, c'est de créer des réserves de biosphère transfrontières entre les différents pays. Les pays de l'OMVS sont unanimes que le changement climatique reste un problème majeur. Ils espèrent de cette COP29 des mesures urgentes, notamment des financements pour mieux s'adapter. Nous sommes avec le haut commissaire adjoint de l'OMVS, il s'appelle Mamadou Bangoura. Bangoura, comment vous allez? Ça va bien, merci vous-même. La gestion du fleuve Sénégal s'est invitée lors des débats. Aujourd'hui, la préoccupation des populations qui vivent le long de ce fleuve Sénégal, c'est comment s'adapter face à ces phénomènes comme la crue. Les différents panélistes sont revenus encore sur ces dangers. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez aujourd'hui mesuré comme inquiétude? Bon, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Si vous avez bien suivi le thème du panel que nous avons organisé, c'était comment transformer les défis en opportunités. C'était ça le thème du panel. Et tous les panélistes qui étaient avec nous étaient d'accord là-dessus que vraiment il y a une opportunité à tirer
Il y a aussi les doléances de ces populations. On a écouté la ministre guinéenne de l'Environnement, mais aussi le ministre malien aussi de l'Environnement, qui sont revenus sur la nécessité un peu de préserver cette zone, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'ensablement, qui est toujours un phénomène préoccupant. Est-ce que votre structure, l'OMVS, est dans cette dynamique de travail pour le dragage de ce fleuve Sénégal? Bien sûr. Nous envisageons actuellement, je dirais même depuis la naissance de l'OMVS en 1972, nous envisageons la réalisation du barrage de navigation sur le fleuve. Si ce fleuve est aujourd'hui dragué et que la navigation voit le jour, ça peut créer beaucoup d'opportunités en termes de main-d'œuvre. Okay. Avant de revenir sur les main-d'œuvre, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que vous avez une date fixe pour le démarrage de ce projet? Ce projet, nous sommes en train de le réaliser, mais nous n'avons pas actuellement, et avec la vérification des crédits sur le marché financier, nous n'avons pas actuellement la souplesse de lever tout l'argent qu'il faut pour réaliser ce projet. Vous n'avez pas aujourd'hui les moyens de votre politique? Non, nous avons les moyens. Enfin, personne n'a les moyens de sa politique, parce que les projets, normalement, un projet ne se réalise pas avec les ressources propres. Aujourd'hui, maintenant, quelles sont vos attentes à l'occasion de cette COP? Votre appel à l'endroit de la communauté internationale pour peut-être accompagner une telle dynamique? Nous avons sollicité l'apport des contributeurs. Si vous avez bien suivi les débats du panel, l'adresse qui a été faite au secrétaire exécutif du Fonds des Nations Unies qui s'occupe de financer le climat, nous l'avons demandé quand est-ce qu'ils pourront faire en sorte que les pays de l'OMVS aient accès au financement vert. Il vous a répondu quoi? Il nous a répondu que les financements verts, pour les obtenir, c'est tout un processus. Et ce processus, nous sommes en train de l'engager, de l'enclencher maintenant pour pouvoir, parce qu'il faut être accrédité pour avoir ce financement. Monsieur Bangura, nous vous remercions infiniment. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous autour de cette question. Okay. La gestion du fleuve Sénégal s'est invitée ici au débat des Nations Unies sur le changement climatique. Le marché carbone et l'accord de Paris sont les points discutés également lors de cette COP29. C'est quoi un marché carbone? La réponse dans cet élément. Le marché carbone. De nos jours, ce point occupe une place centrale dans les négociations climat. Lors de cette COP29, il est un des points d'achoppement. Mais que signifie-t-il exactement? Le marché carbone, c'est que quand vous réalisez un projet qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tels que des projets d'énergie renouvelable, solaire ou bien éolien, la plantation d'arbres, le traitement des déchets pour éviter donc les émissions de méthane. Tous ces projets-là participent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons des méthodologies qui permettent de calculer de façon précise ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Une fois que vous avez réduit ces émissions de gaz à effet de serre, nous avons des organismes internationaux qui permettent de certifier que vous avez réalisé ces réductions et qui peuvent vous donner des certificats de réduction de gaz à effet de serre. Le certificat en poche, l'investisseur peut espérer trouver acheteur. Dans les pays du Nord, principalement, il y a des réglementations qui obligent les entreprises à être à un niveau donné en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et quand ils dépassent ces niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, ils vont payer des taxes
mais au lieu de payer des taxes, on leur donne la possibilité d'acheter des certificats ailleurs pour compenser le dépassement qu'ils ont. Ce qui fait qu'ils peuvent venir au Sénégal sur un projet par exemple de foyer amélioré, de fourneau à foyer amélioré. Et une entreprise française peut venir acheter ces certificats-là au Sénégal pour respecter la réglementation française. L'achat du certificat est donc une manière d'accompagner le promoteur du projet pour avoir des ressources additionnelles au-delà de la vente de son matériel. Ça lui permettra de vendre les fourneaux à des prix plus bas et d'avoir donc une quantité beaucoup plus importante. Depuis le début de la COP29, d'intenses négociations rythment le quotidien des experts venus de tous les continents. Les experts sénégalais sont au cœur de ces discussions, ô combien capitales pour la bonne santé de la planète. La finance climatique, donc l'esprit de la finance climatique, il faut passer des 100 milliards de dollars au trillion de dollars, à 1000 milliards de dollars. Donc ça c'est l'évaluation qui est faite par, en tout cas, l'expertise en tout cas mondiale. Donc c'est un processus de longue haleine, mais certains dossiers qui sont peut-être moins complexes sont conclus ou vont être conclus ce soir. Parce que ce soir, nous avons ce qu'on appelle aussi un bilan que le président de la COP va demander pour que tous les sujets qui sont traités pendant cette COP, donc on puisse avoir l'état, en tout cas, de finalisation des conclusions. Dans l'ensemble, je vais dire que, en tout cas, les dossiers les plus complexes n'ont pas avancé. Ce qu'on appelle également la base des contributeurs, qui devrait mettre l'argent sur la table pour qu'on puisse atteindre ces 1000 milliards de dollars. Pour les pays en développement, ça doit être les pays historiquement responsables de ce réchauffement climatique qui doivent mettre la main dans la poche. Sur ce point également, on a fait très peu d'avancées. Dénoncer, c'est le fait qu'aujourd'hui, au regard des statistiques, des financements climat qui sont déjà décaissés, plus de 65% aujourd'hui constituent des prêts. Et ce qui est pour nous véritablement une aberration. Dans l'accord de Paris, il n'est nullement mentionné que justement ces financements climat peuvent également aller vers ces prêts. Mais que tout financement climat, sur la base de l'accord de Paris, doit représenter justement des subventions. Alors on ne sait pas pourquoi, par quel retournement, on est arrivé à ce que certains financements climat soient qualifiés ou bien soient considérés comme des prêts. Et ça, nous attirons l'attention d'abord de nos décideurs. Que vraiment, il ne faut pas du tout, il faut revoir cela. Et nous interpellons directement aussi les donateurs pour leur dire que, en tout cas en ce qui concerne le climat, les financements climat, nous les voulons en tant que subvention. Les changements climatiques sont en train de se déplacer sur le champ des droits humains et sont en train de se déplacer sur le champ de la responsabilité. On en a toujours parlé que les changements climatiques, c'est sur le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Malheureusement, tous ces acquis qui étaient là au départ sont en train d'être remis en cause en mettant tout le monde dans le même panier de la responsabilité. Ce qui veut simplement dire qu'aujourd'hui, si on voit tout ce qui est perte et préjudice, si on voit tout ce qui est financement de la COP, c'est tout simplement que les États du Nord, le Global Nord, comme on les appelle, ne veulent pas payer les responsabilités historiques qu'ils ont par rapport à cette problématique-là. Et donc, ce qui nous pousse aujourd'hui à devoir recentrer la COP sur une approche de droits humains, parce qu'on a droit à un environnement sain, comme la résolution des Nations Unies, la toute dernière l'a consacré, mais également toutes nos constitutions le consacrent. Et aujourd'hui, on se rend compte que les changements climatiques sont en train de zapper de manière fondamentale ce droit à un environnement sain, y compris ce droit à une santé durable. Nous sommes avec la ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo. Madame, comment vous allez? Je viens bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, il est question de parler du changement climatique. L'apport de votre pays en termes de potentialité, la RDC a un potentiel énorme. Pouvez-vous nous en parler d'abord de votre potentiel? Oui, le potentiel de la République démocratique du Congo au sein du bassin du Congo, c'est d'abord le bassin du Congo dans son ensemble, c'est 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides et la RDC en a 62%.
La RDC, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces et 52% des eaux douces d'Afrique. En plus des forêts tropicales humides, nous avons les forêts des Miombo, nous avons les mangroves, nous avons les tourbières. Nous sommes classés 5e mondial par notre biodiversité. Donc voilà, et le soleil nous passe par-dessus de la tête par rapport à l'énergie propre. Donc on aura non seulement l'énergie de biomasse, mais aussi la possibilité de l'énergie photovoltaïque, mais aussi le minerai critique ou le minerai stratégique qui amène le monde aujourd'hui vers la transition énergétique, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'économie, notamment les transports, avec les minéraux comme les coltans, les nobium, les lithium, les téléphones, qui nous aident aussi pour les nouvelles technologies d'information et de communication et la maintenance de l'énergie. Voilà, prise ensemble. Mais la RDC, c'est aussi 120 millions d'habitants, un peuple jeune, plus de 70% de la jeunesse. Ça constitue aussi une richesse par excellence. En matière de séquestration de carbone, votre forêt tropicale joue un rôle important. Oui, justement, nos forêts absorbent 24 gigatonnes de pollution par an, qui constitue environ 3 ans de pollution mondiale, et nos tourbières séquestrent 30 gigatonnes aussi de pollution par an, qui constitue la pollution de 5 ans au niveau mondial. Donc tout ça, c'est un service important. Alors, nos forêts, grâce aux forêts du bassin du Congo, qu'on a les pluies dans toute la partie du pays du Sahel, et grâce aux forêts rien que de la République démocratique du Congo, qu'on a des pluies dans toute la partie est de l'Afrique. Donc les forêts constituent aussi l'habitat de la biodiversité, et par rapport aux enjeux du climat, c'est pourquoi la République démocratique du Congo est appelée pays solution face aux enjeux du climat, parce que le bassin du Congo, au-delà d'être 2e mondial par son couvert forestier en termes de superficie, n'est-ce pas, mais aujourd'hui le bassin du Congo est devenu premier poumon du monde, tenant compte des services rendus, parce qu'au niveau du bassin de l'Amazonie, il y a quelques problèmes de déforestation. Votre plaidoyer fort à l'endroit de la communauté internationale, vu le rôle que joue vraiment cette forêt tropicale. Le plaidoyer, c'est qu'au niveau des chefs d'État et des gouvernements d'Afrique, nous avons pris, nous les Africains, la résolution de quantifier, valoriser nos ressources naturelles, que ce soit les forêts ou les minéraux stratégiques, les chiffrer, qu'on puisse les comptabiliser dans le produit intérieur brut, et ça sera donc des garanties de négociations face aux pays pollueurs, par principe pollueur-payeur. Ils doivent donc être sur la table de négociation, mettre les fonds pour que nous puissions préserver ces forêts. Parce que de toutes les façons, ça nous appartient. Ce sont nos ressources, nous Africains, nous du bassin du Congo et de la République démocratique du Congo. Si on nous demande de les préserver, nous vivons dans la forêt, nous vivons de la forêt. C'est notre garde à manger, c'est notre survie. Vous voulez que nous changeons nos habitudes, nous nous adoptons à la nouvelle donne du climat. Ça nécessite des fonds, donc nous allons les préserver, mais nous voulons l'alternative qui nécessite absolument des fonds. Et là, parmi lesquels nous exigeons la hausse des prix de la tonne de carbone, pour que ces fonds-là nous permettent d'implémenter nos propres projets d'adaptation et d'atténuation. Au-delà de ça, quelles sont les autres innovations de votre pays ici dans ce salon pour terminer? Les innovations, d'autres innovations dans notre pays, par exemple pour la valorisation de la protection de la biodiversité, la RDC est venue avec une initiative géniale, celle de demander à tous les utilisateurs des images de la biodiversité à des fins publicitaires et commerciales de devoir utiliser la philanthropie et mettre la main dans la gibecière pour créer un fonds pour soutenir la biodiversité. Je peux donner les exemples des entreprises automobiles, des entreprises agroalimentaires, ou alors des États en passant par les entreprises footballistiques qui utilisent l'image de la biodiversité. Et vous utilisez les lions de la Teranga, nous utilisons les léopards, les lions indomptables, nous utilisons beaucoup d'autres choses. Si on peut mettre avec beaucoup de fonds que nous gagnons par rapport à l'utilisation des images de la biodiversité, qu'on met dans la gibecière pour préserver, sauver cette biodiversité. Madame, merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir ici à travers cet entretien. Et c'est dans le cadre de votre émission Le Globe Vert, une émission qui parle de l'environnement et du développement durable. Si vous me permettez, je peux faire un coucou aux Sénégalais. J'ai aussi des liens au Sénégal, à Cœur Madiabel. Je salue toute la famille. Je suis de la famille de Moustapha Niasse, le président. Salut Nangadef. Merci beaucoup, madame.